Benjamin Boivin, chef de pupitre pour les magazines au Verbe Média. Bonjour. Bonjour. Benjamin, tu as passé les derniers mois à travailler sur, peut-être, j'oserais dire, le meilleur numéro du Verbe. En tout cas, c'est un numéro sur lequel on a travaillé avec beaucoup de passion. On y a mis tout notre cœur en équipe. Mais toi, tu avais un rôle particulier. Tu agissais à titre de chef d'orchestre de ce numéro. Raconte-nous ce qu'on y retrouve. Bien, on parlait d'efficience il y a quelques minutes. C'est pas parce qu'on met beaucoup d'efforts sur quelque chose que le résultat final est nécessairement satisfaisant. Je vais laisser au lecteur le loisir de décider s'il trouve que c'est bon. Mais bon, dans le numéro spécial technique, il n'y a pas que, il n'y a même pas principalement des considérations d'ordre philosophique ou intellectuel. Je ne veux pas effrayer inutilement les lecteurs. Il y a des questions de définition, il y a des entrevues où on parle de la notion de technique de manière intellectuelle plus approfondie. Il y en a deux, principalement. L'une avec une grande chercheuse québécoise, Marie-Hélène Parizeau, qui a énormément réfléchi sur la question de la technique, qui mobilise beaucoup l'apport de philosophes comme Jacques Ellul, dont Maxime va nous parler un peu plus tard. Il y en a une autre avec un journaliste américain très intéressant, Peter Mommsen, qui a développé toute une réflexion sur la technique. On aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. Il y a aussi toute une série de reportages, de portraits, de témoignages qui vont nous amener, je crois, à avoir un regard qui est nuancé et plus large sur la technique. On a des portraits qui nous montrent un visage assez positif, je crois, de la technique. Là, par exemple, le portrait d'une jeune femme dont la condition de santé a été améliorée d'une manière vraiment très importante par le développement de bras robotisés, par exemple. Des développements techniques qui vraiment là, contribuent de manière dramatique à l'amélioration de la qualité de vie de cette personne-là et de plusieurs autres personnes partout dans le monde. Le secteur de la santé, le secteur médical est probablement le meilleur univers là, pour réfléchir aux apports positifs de la technique. Mais il y a aussi toute la question de l'usage des technologies dans le milieu familial, dans le milieu du couple. On a un très bon article d'Anne-Marie Rodrigue sur la technologie dans le couple. On a aussi un excellent reportage de James sur nos invités aussi aujourd'hui et toute leur histoire familiale dans le rapport de la technique avec l'éducation des enfants, vraiment qui, je crois, va beaucoup résonner avec l'expérience de nos lecteurs là, qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui commencent à se questionner sur ce que ça veut dire d'avoir des enfants. Un super photoreportage de Simon Lessard sur les moniales dominicaines qui vivent à Squamish dans un univers qui... En Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, oui. Qui vivent vraiment là, dans les Rocheuses, dans un endroit tout à fait paradisiaque. Les photos sont superbes. Vraiment dans un univers qui combine les bons aspects de la technique avec la construction de bâtiments écologiques, éco-responsables, mais aussi un sain détachement là, par rapport à des outils technologiques qui finalement font de nous des outils d'une façon qui peut être surprenante. Je pense qu'il y a comme une assez grande variété dans les genres et dans les approches qui va nous permettre de réfléchir à la technique d'une manière qui est apaisée, je l'espère. Et ce qui fait la signature du Verbe, on pourrait dire, c'est cette force qu'ont nos journalistes d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens pour que justement le Verbe s'incarne, pour que la parole soit pas juste une parole, mais qu'elle prenne chair dans la vie des gens. Et c'est un peu l'expérience que tu as faite, un peu beaucoup, l'expérience que tu as faite en allant visiter une communauté du Brouderhof dans l'État de New York, dans le nord des États-Unis, et pour aller voir comment cette communauté-là vivait un rapport assez particulier à la technique. Raconte-nous. Oui, bien, je vais commencer par expliquer ce qu'est le Brouderhof. Ouais. J'imagine que plusieurs peut-être ne le savent pas. Le Brouderhof, c'est une communauté chrétienne anabaptiste. L'anabaptisme, c'est une branche du protestantisme essentiellement qui regroupe, par exemple, les plus connus sont les Amish, les Mennonites. Donc, il y a des Amish en Pennsylvanie, aux États-Unis. Tout le monde connaît un peu les Amish. Les Mennonites, ben, c'est un peu des gens qui ont un même style de vie que les Amish. Ils vivent surtout au Canada, en Ontario, au Manitoba. Des Hutterites également au Canada. Le Brouderhof, c'est une communauté qui appartient à ce grand ensemble qui est l'anabaptisme, qui est bien connu pour un style de vie très communautaire puis une certaine résistance au développement technologique qui varie beaucoup. Hein. Il y a une grande gradualité entre les différents types de communautés, les différentes branches, même à l'intérieur des Amish, il y a une grande variété. Le Brouderhof, c'est une fondation plus récente. Il ne date pas de 500 ans comme d'autres branches de la Réforme. Ça a été fondé en 1920. Ils fêtaient leur 100e anniversaire en 2020. Okay, c'est tout neuf. Ouais. C'est une communauté qui se distingue vraiment par un style de vie très communautaire. Notamment, là, la propriété, toute forme de propriété privée est comme inexistante dans le monde du Brouderhof. Tous les biens sont partagés, tout est mis en commun. Il y a 3000 membres du Brouderhof partout dans le monde, dans environ 24 communautés, dont la grande majorité se retrouve dans l'État de New York. Là. Celle que j'ai visitée à Walden est une communauté du Brouderhof qui contient une usine où on fabrique des jouets
des installations pour les jeunes enfants. Puis également où on produit le magazine Plough, qui est un magazine géré par le Bruderhof, mais qui est produit en interaction avec des auteurs, des journalistes de plusieurs communautés chrétiennes, qui est dirigé par Peter Mommsen, auquel je faisais référence plutôt dans l'émission, un excellent journaliste américain, à mon avis. Et donc, c'est une communauté qui, à la différence des Amish, va avoir un usage de certaines technologies. Traditionnellement, dans le Bruderhof, on acceptait de façon communautaire l'intégration d'une technologie de manière délibérée. Lorsque, par exemple, les ordinateurs sont devenus une partie importante du milieu industriel ou du milieu des publications, il y a eu un processus de réflexion communautaire pour savoir est-ce qu'on accepte d'intégrer des ordinateurs dans nos activités professionnelles. Donc, il y en a. Ah oui, il y en a. Plusieurs étapes de réflexion et d'analyse, et puis finalement, on a décidé de les intégrer. La grande distinction, en fait, dans le Bruderhof, dans l'usage des technologies, c'est le monde professionnel et le monde de la vie personnelle, du divertissement, de la vie familiale. Des ordinateurs, des machines, des automatisations dans l'usine, des téléphones intelligents même sont en usage dans les communautés du Bruderhof depuis plusieurs années. Mais dans la vie personnelle, dans les communautés, dans les lieux de vie là, où on habite, où on partage le repas, il n'y avait pas d'appareil technologique jusqu'à très récemment. Les individus ne se promenaient pas avec leur téléphone intelligent. Il n'y a toujours pas de télévision, pas d'automobile non plus qui appartiennent à l'un ou à l'autre en privé. Seulement quelques voitures qui appartiennent à la communauté et auxquelles on a accès en fonction du besoin. Ah ouais. Tu allais là avec quelle intention, Benjamin? Moi, dans le fond, mon intention en allant là, c'était de rencontrer une communauté qui avait un rapport intentionnel à la technologie. Parce que je trouve, et je pense que c'est une analyse qui est largement partagée, que dans nos vies, dans la société occidentale aujourd'hui, on vit un rapport à la technologie qui est très passif finalement, qui est très réceptif. On reçoit des nouveaux appareils qui très rapidement deviennent incontournables. Le téléphone intelligent est un cas paradigmatique, je pense, de ça. Aujourd'hui, pour vivre au Québec de façon normale, ordinaire, sans téléphone intelligent, c'est très difficile. Plusieurs services publics, plusieurs services privés sont inaccessibles sans téléphone intelligent ou presque inaccessibles sans téléphone intelligent. Une collègue me partageait cette semaine que son frère a dû s'acheter un téléphone intelligent, un portable, pour fréquenter son collège parce que sinon, il n'y avait pas accès à tout, je sais pas, là, ses plans de cours. Oui, c'est ça, des choses parfois qui sont très triviales, mineures, c'est ça. insignifiantes. Mais il s'en était débarrassé il y a quelques mois auparavant, mais là, il a dû retourner à ça. Ben oui. C'est ça. Puis ceux qui, d'entre nous, peut-être cherchent à se départir de leur téléphone intelligent se retrouvent souvent dans cette situation-là où, finalement, après un acte peut-être un peu fou de se débarrasser de son téléphone révolutionnaire, on se ramasse à devoir en acheter un quelques mois plus tard. Donc, autrement dit, on n'a pas un rapport qui est délibéré à la technologie. C'est ça. On a un rapport, on subit ces développements technologiques-là, on suppose qu'ils sont positifs, du moins on se convainc parfois qu'ils le sont. Dans le Bruderhof, on réfléchit les apports, les apports technologiques à la communauté sont réfléchis, délibérés. Parfois, peut-être, on prend des bonnes décisions. Parfois, peut-être, on en prend des mauvaises. Mais du moins, il y a un acte communautaire collectif dans le choix de ces technologies-là. Alors, tu allais là pour recueillir, pour constater ça. En tout cas, du moins, c'était ton hypothèse au départ. As-tu trouvé ce à quoi tu t'attendais? Bien, moi et mon collègue Louis Roy, qui est illustrateur, un collaborateur au Verbe depuis longtemps, on est allé là avec une certaine naïveté. On s'était donné un peu pour objectif, comme stratégie pour accomplir notre reportage, d'y aller sans téléphone intelligent nous-mêmes. Lui, il n'a même pas amené d'appareil photo. Il était là avec son aquarelle, puis moi avec mon petit carnet de notes, puis mes enregistreuses à boutonnière. On s'est perdu dans le chemin. Comme des champions. On s'est embarré en dehors de notre voiture. On s'est créé toutes sortes de problèmes qu'évidemment, on n'aurait probablement pas eu sans nos téléphones intelligents. On est arrivé là-bas, puis on nous a sortis du trouble assez rapidement. Puis une fois sur place, en fait, on a découvert assez rapidement que c'est pas que des téléphones intelligents existent dans la communauté lorsque le besoin se présente. Aujourd'hui, dans le Bruderhof, et depuis seulement quelques années, à peu près tous les adultes se promènent avec un téléphone intelligent, ce qui est un changement révolutionnaire dans la vie de cette communauté-là qui, pour les gens de mon âge, par exemple, moi j'ai 28 ans, ont connu une éducation où c'était tout à fait exceptionnel de voir un téléphone intelligent. Ça n'existait que dans le milieu de travail. Seulement des personnes qui en avaient réellement besoin en possédaient, puis c'était uniquement utilisé à des fins purement fonctionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a tous vécu la pandémie en 2020. Hein? On a tous connu les contre-coups de la pandémie. On a tous fait l'expérience de mesures sanitaires radicales. Pour le Bruderhof, la pandémie, ça a signifié
l'arrivée du téléphone intelligent. Avec le virus, est arrivé dans la communauté du Bruderhof le téléphone intelligent. Parce qu'il faut comprendre que, comme ces communautés-là se retrouvent dans l'État de New York, l'État de New York, c'est l'un des États aux États-Unis qui a eu les politiques, les mesures sanitaires les plus drastiques dans l'ensemble des États-Unis. Si le Bruderhof s'était retrouvé au Texas ou en Floride, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais eux, ils étaient là. Puis ils ont été confrontés, en fait, à des mesures sanitaires qui se comparent beaucoup à ce qu'on a connu dans le Canada francophone. Des restrictions d'interaction sociale très importantes, des bulles sanitaires. Et donc, toute la vie de la communauté qui était basée sur un partage entre environ 300 personnes quotidiens, des repas pris ensemble, de la lessive faite ensemble, des interactions c'est un choc immense. Constantes, bien, ça a été un choc immense. Tout le monde est repoussé, chacun dans des petites unités de logement. Dans le fond, dans le Bruderhof ou ailleurs, l'isolement fait mal. Oui, c'est ça. Puis exactement. Puis au début, lorsque la communauté a été confrontée à ces mesures-là, elle a cherché à se donner des moyens techniques alternatifs de pallier au problème. On a essayé toutes sortes de petites choses. Les pigeons voyageurs. Acheter des tablettes qui sont bloquées de telle manière qu'elles ne peuvent servir qu'à des visioconférences. Mais il y a eu un effet cumulatif de problèmes techniques rencontrés, finalement, de problèmes, de solutions à trouver, qui a amené les décideurs dans cette communauté-là, très rapidement, puis de façon tout à fait contraire à leurs habitudes de délibération communautaire. Lente et vraiment inclusive, à devoir décider en situation d'urgence que finalement, à partir de maintenant, lorsqu'un adulte demanderait un téléphone intelligent, on lui donnerait. Parce que cet outil-là, comme je le disais un peu plus tôt, apparaît répondre à tous les problèmes. Tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés en contexte de pandémie. Et maintenant, dans le Bruderhof, lorsqu'on se promène dans cette communauté qui, en apparence, a une apparence très bucolique, un environnement, une culture qui a quelque chose d'européen, pas de voiture, des petits chemins piétons, bien, tout le monde se promène avec un téléphone intelligent, des écouteurs dans les oreilles. Il nous reste juste une minute, Benjamin. J'invite ceux qui veulent savoir comment la communauté vit aujourd'hui, c'est quoi son avenir aussi. Vous pourrez lire ça dans le numéro spécial sur la technique qu'on sort cet automne. Je termine quand même avec une dernière question. En quoi ce rapport à la technique qu'on retrouve au Bruderhof dans l'État de New York, en quoi ce rapport à la technique peut nous éclairer, nous, dans nos sociétés très techniciennes? Moi, je me suis étonné quand j'étais là-bas de voir à quel point l'expérience qui était vécue par ces gens-là était très similaire à la nôtre, en fait. Il y a beaucoup de points communs. Ils vivent les choses en accéléré dans une très courte période de temps, mais ils vivent des choses qui sont très similaires. Il y a par exemple une grande différence dans le rapport aux nouvelles technologies entre la génération des baby-boomers, qui a vécu toute sa vie dans une certaine situation de contrainte par rapport aux technologies, qui vit avec beaucoup de joie, en fait, l'introduction des téléphones intelligents, ils prennent des photos, ils sont très contents, ils voient leurs petits-enfants. Et les plus jeunes, des gens de mon âge, par exemple, qui ont des jeunes enfants, qui, eux, ont connu une éducation sans technologie, en côtoyant à l'université des gens qui avaient connu une éducation complètement différente et qui se désolent, en fait, de voir l'espèce de tissu social particulier de leur communauté se déliter et qui s'inquiètent beaucoup de l'impact que ça va avoir sur l'éducation de la prochaine génération. Donc, on voit ça dans notre société, une bonne différence dans le rapport aux technologies, des jeunes qui sont plus technophobes parfois. Et ça, c'est qu'un exemple parmi plusieurs que je pourrais donner. Fascinant. Benjamin Boivin, je rappelle que tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Tu as orchestré ce numéro spécial sur la technique qu'on peut retrouver dès à présent cet automne. Et on pourra éventuellement aussi lire ton article en intégrale sur notre site web, leverbe.com, à surveiller. Si on a la patience. Si on a la patience, ça sera dans les prochains mois, assurément. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.